Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose un podcast consacré aux lacs de Plitvice qui sont sûrement l'une des destinations préférées des touristes, des voyageurs du groupe Ideos et à juste titre puisque c'est aussi le plus beau parc national de Croatie et l'un des plus beaux d'Europe. Cette réputation n'est vraiment pas usurpée, elle est internationale désormais et donc des gens du monde entier viennent pour découvrir cet environnement exceptionnel qui se trouve en moyenne montagne dans la région de Lika, un peu en dessous de Zagreb, donc entre Zagreb et Zadar. C'est un lieu qui est exceptionnel et qui donc attire forcément beaucoup de curieux et en conséquence, on va sûrement s'interroger sur les meilleures conditions pour le découvrir sans trop subir les autres. Alors on a beau être touriste soi-même, on n'a pas forcément envie de côtoyer tous les autres touristes et ça s'entend. Moi, la première, j'ai un peu ce réflexe. Donc, je vais essayer de vous donner des conseils pour favoriser la découverte de Plitvice dans les meilleures conditions. Alors, avant tout, je voudrais faire une remarque préalable sur les idées reçues qu'il y a souvent sur ce parc. Alors, le fait qu'il soit extrêmement touristique a été un frein pour certains parce que, comme il y a trop de touristes, on se dit que peut-être c'est trop pour soi et on n'a pas envie de subir donc les foules, même si c'est dans un environnement ouvert naturel, ça reste pénible. Je vous rappelle que même si c'est touristique, c'est sûrement pas un motif pour renoncer à Plitvice, d'autant que beaucoup de destinations très touristiques que vous allez sûrement intégrer aussi, les villes, Split, Trogir, Dubrovnik, ont un profil de destination très envahi de touristes et du côté de l'Istrie, Rovinj par exemple. Donc il faut vraiment pas limiter une destination à l'importance du tourisme. Ensuite, l'autre impact, c'est peut-être le budget, parce que 40 euros par personne, par adulte en tout cas, cela reste significatif et tout le monde ne peut plus se permettre cet investissement. Donc, je vais faire passer l'info immédiatement pour être sûr qu'elle est entendue. S'il y a une question de budget, organisez-vous simplement pour découvrir le parc après 16 heures, quand le billet d'entrée est moins cher. Il est quand même à 25 euros seulement au lieu de 40. C'est une économie non négligeable qui vous permettra peut-être de manger, hein. Donc, c'est très bien aussi de découvrir après 16 heures, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. On a tout intérêt à le faire, surtout quand il y a ce genre de contraintes budgétaires. Ensuite, pour l'aspect des visites, j'entends souvent des personnes me dire je veux absolument être à l'ouverture pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde. Il faut savoir que même si quand vous arrivez à 7 heures du matin, vous n'êtes que 400 dans le parc, puisqu'il y a 200 personnes qui sont distribuées par entrée, vous allez quand même côtoyer au fur et à mesure tous ceux qui vont rentrer progressivement dans le parc. Donc, c'est impossible de ne pas avoir d'autres touristes autour de soi. À partir de là, arriver à l'ouverture, c'est une garantie de n'être que 400 dans le parc, mais il n'y a pas de véritable problème aujourd'hui à visiter Plivice parce que l'organisation du parc depuis 2019 permet une fluidité des entrées. Vous allez voir d'ailleurs la différence, je vous montrerai des photos pour que vous ayez conscience de ce que ça change. En fait, désormais, on demande aux personnes de réserver à l'avance le billet, de choisir une entrée et une heure, ce qui permet de savoir déjà que par heure, il y a 200 personnes qui rentrent par entrée et qu'il y a donc un maximum de 5000 personnes qui vont accéder au parc pendant la haute saison. C'est très important parce qu'avant, il y avait jusqu'à 15 000 personnes dans Plivice avec des queues pas possibles et cette réorganisation a un impact non négligeable puisque déjà, vous allez moins souffrir de l'affluence, moins d'attente aussi et il n'y a pas ce problème qui était lié déjà à la billetterie parce qu'on pouvait faire 2 heures d'attente, ni aux embarcadères qui pouvaient exiger jusqu'à 2 ou 3 passages pour pouvoir emprunter le bateau. Et donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, l'organisation du parc, grâce à la réservation anticipée, favorise de meilleures conditions de visite, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive. Alors, on aura forcément plus de touristes si on débarque à 11 heures, à partir de 10 heures, 11 heures ou midi, pour la simple raison que beaucoup d'entre vous vont venir d'assez loin. Alors, des fois de
de Split, mais il y en a qui viennent même de Dubrovnik, ce qui est improbable, mais ça arrive. Et il se trouve donc que quand on fait ce genre de trajet, on arrive un peu à la même heure parce qu'on est parti de très loin et on va débarquer entre 10 heures et 15 heures environ. Et c'est pourquoi le parc, évidemment, à cette période-là, et forcément donne l'impression d'être plus fréquenté. Mais comme les personnes qui sont arrivées à cette heure seront souvent déjà en partance pour d'autres destinations à partir de 11 heures midi, en fait, il n'est pas vrai que tout le monde se retrouve à un moment dans le parc. Au contraire, c'est assez fluide maintenant parce que en ouvrant à partir de 7 heures, ce qui est plutôt qu'avant, et donc en fermant les réservations à partir de 16 heures, 17 heures, on a quand même une grosse marge de manœuvre pour découvrir le parc dans de bonnes conditions. Alors, quand je parle de la réservation, on va faire un peu les questions les unes après les autres. Je voudrais déjà vous montrer pourquoi il est important de réserver à l'avance. Déjà, pour vous montrer les photos, parce que c'est vrai que c'est utile de savoir ce que ça change en fait d'avoir ou pas réservé. Alors, quand je parle des queues qu'il y avait autrefois, c'est vrai que l'attente était très importante parce que tout le monde se réunissait un peu aux mêmes heures, hein. Et à partir de là, le temps que chacun prenne ses billets et rentre un peu dans tous les sens, ce n'était pas du tout ordonné. Désormais, en fait, comme on a réservé à l'avance, on a simplement à montrer son pass pour montrer qu'on a bien payé l'entrée et on rentre. Et il y a donc une file de personnes qui vont attendre l'entrée 1 ou l'entrée 2. C'est assez indifférent, mais je vais vous donner quand même des conseils dans ce sens-là. Et ensuite, donc, une fois que vous rentrez, vous découvrez le parc à votre convenance. L'heure d'entrée est imposée, mais l'heure de sortie ne l'est pas, évidemment, puisqu'on peut passer le temps que l'on souhaite et c'est très bien ainsi. Alors, par rapport à ce qui est la contrainte de la réservation, en haute saison, c'est-à-dire entre juin et septembre, il est demandé de réserver 3 jours au moins à l'avance par rapport à son heure et sa journée prévisionnelle. C'est important de le faire parce que les accès en fait ne seront plus possibles pour l'achat en ligne. Ils ferment la billetterie et donc on ne peut plus se procurer les billets. Il faut attendre d'arriver sur place et ça signifie qu'on revient aux conditions d'avant finalement. Même s'il y a des quotas de billets, vous n'avez pas la possibilité toujours de rentrer au moment où vous achetez, puisque sont prioritaires ceux qui ont réservé, ce qui est tout à fait normal. Donc, s'il vous plaît, essayez de convenir que la pratique, c'est de réserver à l'avance. Alors, vous avez la possibilité de le faire sur le site officiel, il y a une boutique en ligne, et sur le site Get Your Guide, qui est aussi une boutique officielle du parc, qui vous vend les billets donc et qui vous permet de les annuler jusqu'en dernière minute et de faire des changements beaucoup plus facilement. C'est pourquoi Get Your Guide est aussi une bonne idée pour vos achats de billets. Si vous avez réservé, donc c'est au moins 3 jours à l'avance et donc il n'est pas nécessaire de réserver des semaines avant, même si dans le principe, comme vous avez peut-être envie de rentrer à une certaine heure, un certain jour, toute réservation prise permettra d'avoir la sécurité d'accéder au parc dans les conditions qu'on choisit. Mais c'est pas la peine dès maintenant, par exemple, de se mettre à chercher à réserver parce que d'abord, les billets ne sont pas nécessairement ouverts à la vente. Ils vont l'être à partir de la saison. Donc, si vous venez en haute saison, c'est la seule période où, dans le fond, c'est obligatoire de réserver ou recommander. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui vraiment de vous embêter à chercher comment réserver, pourquoi, comment. Non, vous allez vous contenter de fixer probablement un jour et d'essayer d'organiser votre journée au mieux. Et quand vous approcherez du départ, vous pourrez aviser la réservation. C'est toujours mieux d'ailleurs de ne pas le faire parce que en attendant quelques jours avant la visite, on a la visibilité sur la météo, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'il vaut toujours mieux avoir de bonnes conditions. Alors, quand je parlais des queues pas possibles, vous pouvez en avoir un exemple ici. Vous comprenez que quand on était dans ces queues-là, c'était extrêmement désagréable. Cela prenait un temps fou d'aller d'une zone à l'autre du parc, de prendre un bateau, puisqu'ils sont quand même assez limités. Et donc, c'est toujours bien de pouvoir gagner un peu en fluidité. C'est pourquoi je recommande toujours d'essayer d'être cohérent. Si on veut être dans de bonnes conditions, il faut aussi s'appliquer à soi-même des règles de bon usage. Donc, après ces informations donc, et ces petits rappels pour vous montrer pourquoi il est utile d'éviter les foules touristiques et pourquoi la réorganisation a favorisé ça,
Je vous propose donc de passer à la question de l'entrée. C'est une question qui est assez fréquemment posée, quelle entrée choisir? Et donc souvent, on m'explique que dans les guides qu'on a lus, on nous a indiqué que l'entrée 2 était la meilleure. Alors, encore une fois, il n'y a pas de meilleure entrée. Il y a une entrée historique, c'est l'entrée 1. Donc, il faut se dire que si elle est historique, c'est parce qu'elle était la meilleure, hein. L'entrée 2 est apparue donc pour répondre à tout ce qui est tourisme itinérant. Donc, vous, en l'occurrence, vous êtes considérés comme des itinérants. Et donc, on considère que l'entrée 2 est souvent meilleure pour les personnes qui ne viennent pas en groupe, parce que l'entrée 1, classiquement, elle est investie par une partie des groupes, mais l'entrée 2 l'est aussi, tout autant même, puisque les bus se garent dans l'une ou l'autre, vont avoir leurs accès spécifiques. Donc, en soi, ça ne vous concerne pas vraiment, puisque les touristes qui sont gérés par les guides intérieurs du parc, ou par les guides autorisés donc à faire les visites en excursion, sont sur des circuits qui vont leur permettre d'emprunter des passages, des entrées spécifiques. Donc, vous, en fait, ça ne vous concerne pas. L'intérêt de l'entrée 1, de mon point de vue, est assez simple, hein. C'est-à-dire que si vous voulez commencer en voyant un très beau panorama sur les chutes, en voyant la chute, la grande chute, qui est souvent l'une des attractions qu'on vient voir de loin, avec donc la vision des chutes qui se forment dans les lacs inférieurs. Depuis l'entrée 1, en fait, vous allez avoir ce panorama. Et en fait, c'est super de rentrer en voyant l'ensemble de la zone des lacs inférieurs, puisque c'est magnifique. Et il faut savoir que vous allez aussi pouvoir rejoindre plus rapidement la Grande Chute, qui est le site où beaucoup vont se rendre et vont rester pour faire des photos, par exemple, parce que c'est quand même une grande attraction. Et donc, si vous voulez profiter à la fois du panorama, du belvédère et rejoindre la Grande Chute pour évacuer une destination qui est très prisée, c'est le très bon choix à faire. Quand on rendra cette heure, c'est sûr qu'on la verra 100 personnes, puisque le temps que ceux de l'entrée 2 rejoignent, c'est-à-dire ils vont mettre à peu près 1 heure ou 1h30 pour arriver là, vous aurez déjà tout vu et vous aurez profité au maximum du spectacle. Quand on est en partance de l'entrée 1, l'avantage, c'est qu'on a cet accès sur les lacs inférieurs qui est beaucoup plus rapide, puisque le parc, en fait, est organisé en deux. Et je vais vous montrer donc, si possible, comment s'organise le parc. Alors là, on va prendre, excusez-moi, parce que j'improvise un peu pour les cartes, on va prendre ici l'organisation du parc. Alors, en fait, vous allez comprendre très rapidement comment ça se passe. Vous avez ici donc l'entrée 1 et la grande chute ici. Vous avez les lacs inférieurs qui sont les plus célèbres, où se concentrent 80% des chutes. Ici, vous avez le lac Cosia, qui est le lac central, qui fait la jonction entre les inférieurs et les supérieurs, comme on le voit sur la carte. Ici, vous avez les lacs supérieurs. Il se trouve donc que quand vous rentrez par l'entrée 1, vous allez avoir le point de vue panoramique donc sur la grande chute. Vous allez traverser assez rapidement, si vous le souhaitez, le canyon des lacs inférieurs pour vous rendre au plus près. Voir le belvédère, hein, si vous êtes curieux, vous allez trouver l'escalier d'accès et suivre donc à l'intérieur des forêts la zone qui vous permet d'accéder au point de vue pour admirer donc les lacs qui se superposent en fait et qui forment leur cascade. C'est l'un des plus beaux sites, hein. Donc on peut en profiter, sauf qu'il n'est pas indiqué, puisqu'il est réservé aux guides, hein, ou à ceux qui sont connaisseurs et qui se sont informés. Il n'est pas vraiment facile à trouver. Donc je viens de vous l'indiquer en gros, hein, je pense que vous trouverez. Vous avez des escaliers à proximité de la grande chute, il suffit de les emprunter et ensuite de suivre le sentier et de vous retrouver donc un peu à distance pour voir les points de vue. Une fois que vous avez donc découvert cet environnement, vous allez reprendre les lacs inférieurs donc en traversant le canyon et rejoindre ces lacs qui se forment ici et qui proposent un circuit d'environ 3,5 km, ce qui est très peu. Et donc là, on a vu tout ce qu'il faut voir, en gros,
dans le parc, incontournable. Ensuite, bien sûr, on a, heureusement qu'on va le faire d'ailleurs, la possibilité d'aller au-delà et donc d'admirer la zone du lac Causiac. Donc, on peut évidemment découvrir les lacs inférieurs, emprunter ici, comme vous le voyez, en P3, un bateau qui fait la traversée donc, du lac et qui vous amène ici de manière à découvrir les lacs supérieurs. L'avantage des lacs supérieurs, c'est qu'ils sont moins attractifs pour les touristes, puisque souvent, les touristes, on va dire, qui sont toujours sensibles à ce qui est extraordinaire, exceptionnel et tout, vont avoir tendance à rester là où sont les chutes et les cascades. Donc, comme elles sont concentrées de lacs inférieurs, le reste est beaucoup plus calme. La végétation change d'ailleurs. Les couleurs des eaux également, elles deviennent plus opaques, plus sombres. Les forêts sont plus sombres également, ce qui impacte sur l'environnement. Et cela explique pourquoi il y a aussi moins de monde. C'est très sympa parce que comme ça, vous n'allez pas subir autant que dans les lacs inférieurs l'affluence. Et puis surtout, c'est que quand il fait chaud en été, ce qui est tout à fait possible, puisque parce qu'on est en moyenne montagne, qu'on ne va pas avoir des températures un peu élevées, vous pouvez vous rafraîchir. C'est une zone très sympa à ce niveau. Bien sûr, le lac central est aménagé pour accueillir donc à la fois tout ce qui est pause WC, un café, information et pour gérer donc tout, restauration, fast-food, des sandwichs, des poulets grillés également. Et il y a des zones de pique-nique très, très nombreuses pour pouvoir manger à ce niveau-là. Donc, si vous voulez manger dans le parc, c'est très bien et c'est ce que je recommande. C'est pourquoi, en général, je rappelle que 4 à 5 heures devraient permettre à l'essentiel des touristes de voir ce qu'il faut découvrir dans ce parc très aisément et même en prenant son temps puisqu'on est à peu près à 8 km et demi à 10 km quand on a fait le tour de tous les lacs tels qu'il est proposé en prenant le bateau donc pour couper. Si vous découvrez après, évidemment de façon plus approfondie, le parc, vous avez la possibilité d'aller à l'intérieur des forêts, c'est le circuit K, K1 ou K2, et vous avez donc à ce moment-là une dizaine de kilomètres en forêt. C'est très sympa. Ça vous permet de découvrir la faune et la flore forestière de la Lika avec donc des fois on croise des petites marmottes, des écureuils, tout ce qui est vraiment classique des forêts. La végétation, c'est beaucoup de bruyères, de champignons selon la période et des fleurs éventuellement. C'est vraiment une impression forestière qui vous est offerte. Donc, si vous voulez réaliser le circuit le plus long, on est aux environs de 18-20 km. C'est assez important de prendre en compte cet aspect-là, puisque ça répondra souvent aux questions qu'on se pose. Quel circuit faire? C'est très simple. Vous avez 4 km, 8 ou 10 et 18 ou 20. Donc, à vous de voir en fonction de votre motivation. Je pense que ça règle vite la question, puisque 20, ça peut être un petit frein pour beaucoup. 10, ça reste tout à fait jouable. On est entre 8 et 10. Et donc, en plus, on est au bord de l'eau, c'est sympathique, il y a toujours quelque chose qui nous attire. Même les enfants n'ont aucun mal à faire les 8 km. C'est lissé sur 4 heures ou 5 heures. Donc, a priori, c'est le meilleur conseil. Si vous partez sur ce principe, quand vous arrivez donc à cette heure, contrairement à ce que pas mal de voyageurs disent, je vais passer la journée à pied vite, non, en réalité, parce que si vous avez fait le choix d'arriver la veille pour être donc à 7 heures à l'entrée pour découvrir, si vous passez 4 à 5 heures, ça signifie que vers midi, vous êtes déjà en direction d'une autre destination. Alors, ça peut être les environs ou ça peut être carrément une autre région, Zagreb par exemple, ou Zadar, plus sûrement, parce qu'en général, en été, on est plutôt orienté vers le littoral. Donc, il est tout à fait possible de découvrir aussi Zadar. Pour ceux qui ont très peu de temps, ça reste largement faisable. Non, c'est pas ce que je conseille, mais sachez que donc, 2 heures après, vous êtes du côté de Zadar et ça tombe bien parce qu'on y arrive en milieu d'après-midi. Donc, on va profiter à la fois de la température qui commence à baisser et du coucher du soleil superbe aux orgues marines. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris,
vous êtes supposé faire autre chose dans votre journée que simplement visiter Pivitsé. Alors, ça peut être aussi les destinations environnantes, comme les chutes de Rastoké, le refuge des ours de Kouterevo, également donc la source de la rivière Gachka, la ville de Ogulin ou celle de Gospic. Et pour ceux qui veulent se baigner, il y a des rivières dans lesquelles on peut se baigner, qui sont celles qui alimentent d'ailleurs le parc et d'autres plus éloignées. Quand on va en direction de Zadar, du côté de Germania, les sources, les chutes de Berberovbuk, par exemple, sont très très bien. Et donc celle de Krupa, dans le canyon de Krupa, par exemple aussi. Donc, si vous voulez vous baigner, je ne peux que vous le conseiller à cette période-là. C'est idéal. Je vais vous montrer d'ailleurs un peu à quoi ressemblent les lieux de baignade, de manière à ce que vous puissiez justement profiter des infos que vous allez chercher parce qu'en été, il fait très chaud. Donc, voilà en gros les baignades. Alors, vous avez une plage qui s'appelle Galové, à côté donc du village de Rastovatsa, et on est dans la rivière Corana qui est celle que vous avez découverte dans le parc. Donc c'est à 10 km environ de l'entrée 1. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, une zone plus ou moins aménagée avec des chutes si on le souhaite, et une zone beaucoup plus tranquille, donc, et la baignade possible. Et donc, si on veut paresser sur l'herbe également, c'est aménagé pour les locaux, hein. Donc, c'est très sympa et c'est tout proche du parc, donc on peut en profiter. Ensuite, vous avez d'autres possibilités de baignade qui sont un peu plus éloignées. Alors, vous en avez du côté de Slugne, la ville à côté de laquelle se trouvent les chutes de Rastoké dont je viens de vous parler. Vous avez la possibilité de vous baigner, mais aussi donc de trouver des jeux parce qu'ils organisent beaucoup d'activités pour les locaux qui ne peuvent pas aller à la mer et qui vont profiter vraiment de leur environnement. Donc il y a pas mal, il y a des aires de jeux, des aires de baignade. Ça peut être sympa et distrayant pour les ados. Ensuite, vous avez toutes les infos que vous allez pouvoir retrouver dans l'article, hein. Il suffit de découvrir où se baigner à Pivitsé sur le site Ideos. Tout est indiqué. Voilà en gros ce que vous pouvez faire. Et donc, si vous voulez aller du côté de Zadar, par exemple, pour rejoindre le littoral, parce que c'est là que vous séjournez, vous allez pouvoir vous baigner, donc les chutes de Berberovbuk, comme vous voyez à l'écran, et vous pouvez donc faire du saut de liane, c'est très sympa aussi, c'est assez ludique, et puis on se baigne dans ces chutes très facilement. Et les chutes de Krupa, dans la rivière du même nom, les deux rivières étant à côté l'une de l'autre et se rejoignant. Donc, on peut en profiter au maximum. En gros, ce sont les conseils principaux que je vais vous donner pour vraiment apprécier. Si vous allez du côté du nord, c'est-à-dire Zagreb, vous avez les chutes de Merzenica avec des cascades, hein, parce qu'il y a une rivière avec beaucoup de cascades, justement. C'est donc dans la région entre Ogulin et Karlovac. Vous regardez sur votre carte, alors là, plutôt du côté de Karlovac, vous avez la possibilité de vous baigner et donc de profiter des forêts. Donc là, c'est également une zone connue pour ses cascades de manière à faire du kayak ou du canoë ou du rafting. Donc c'est très sympa. C'est un peu moins connu que Germania. C'est peut-être moins spectaculaire aussi pour les chutes, mais c'est très agréable dans tous les cas. C'est des vacances actives, mais tranquilles aussi, puisqu'on prend son temps au gré des rivières. Et c'est super comme choix. Donc, compte tenu de ce dont je viens de vous parler, maintenant, vous allez donc vous poser la question par rapport à la pertinence ou pas d'organiser votre journée en fonction de Pivitsé et du temps que vous avez à disposition. Alors, c'est très important et comme je vous l'ai dit, c'est plutôt stratégique. Quand on vient découvrir uniquement les lacs inférieurs, on va en avoir pour 3-4 heures, 4 heures en prenant vraiment son temps. Il y a moins de 4 kilomètres. Quand on veut découvrir donc l'ensemble des lacs supérieurs et inférieurs, on est autour de 4 heures à 5 heures en incluant donc tranquillement une pause déjeuner, pique-nique, voilà, ou en prenant vraiment son temps. Et si vous faites la rando longue, on est à 5 ou 6 heures. Dans tous les cas, on n'est pas sur une journée complète, puisque les journées ont 24 heures, alors ok, vous dormez, hein, il n'y a pas de souci, mais je pars du principe que les journées vont être entre 8 heures et 20 heures, puisque en été, le jour tombe vraiment tard, donc on peut profiter au maximum.
Je vous ai indiqué en préambule qu'il y avait la possibilité de visiter le parc à partir de 16 heures à prix réduit. Donc, je vous invite à faire ce choix puisque, comme vous l'avez compris, si vous avez besoin de 4 heures, rien ne vous empêchera à partir de 16 heures de découvrir les lacs inférieurs et même les supérieurs et de le faire dans de bonnes conditions puisque, vous le savez aussi, l'essentiel des touristes seront déjà partis. Et oui, s'ils viennent de loin, ils doivent repartir plus tôt. Donc, à partir de 15 heures, ils ont quand même globalement tendance à quitter le parc pour rejoindre le littoral, soit parce qu'ils ont fait le tour de Plivitsé tout en prenant beaucoup leur temps, soit parce que justement, l'idée, c'est que comme ils sont d'assez loin, ils ont profité du parc, donc ils vont rentrer, mais ils ont aussi 3 heures ou plus de route à faire, ou 4 heures. Et donc, ils quittent vers 15 heures. Et à ce moment-là, 15 heures, 16 heures, ça devient beaucoup plus agréable. Alors, en juin et en septembre, l'entrée à prix réduit est à partir de 15 heures. Et en juillet et août, elle est à partir de 16 heures. Voilà, en gros, si vous choisissez cette option, ça signifie que, a priori, vous allez quitter vers 20 heures. À 21 heures, c'est la fermeture du parc. Et de toute façon, il commence à faire sombre, donc on n'a pas envie de s'installer non plus ou de se perdre. Donc, on a quitté sans problème et on rejoint son hébergement qui est probablement aux environs du parc. Donc, à ce moment-là, on a bien optimisé ces journées. C'est-à-dire qu'on a pu faire une découverte, peut-être sur le littoral ou ailleurs, donc en région Lika, ou dans le Gorski Kotar, des forêts, des cascades, tout ce qui est très joli et qui est très méconnu. Et finalement, après, on rejoint simplement Plivice avec la perspective donc d'y découvrir le parc pendant les 4 heures de fin de journée et on profite simplement de la nuitée pour se reposer, ce qui est bienvenu. Après la visite, finalement, tout ça va être assez fluide. Ne vous inquiétez pas pour la restauration. En Croatie, on mange jusqu'à 23 heures. Hein. C'est assez classique. En fait, de 11 heures à 23 heures, c'est un peu non-stop. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous servir si vous souhaitez manger. Donc, en gros, quelles que soient vos habitudes, même si on n'a pas trop tendance à les changer en vacances, y compris dans un pays étranger, en Croatie, c'est très souple à ce niveau-là. Donc, on peut se permettre d'arriver un peu tard. On arrivera toujours à trouver à manger sans difficulté dans cette région. Alors, ce n'est pas valable hors saison puisque c'est un rythme très différent où justement on se lève très tôt et on se couche tôt. Mais pour l'été, comme c'est l'essentiel des touristes qui viennent un peu du monde entier, on s'adapte à tout type de touristes. En gros, à quoi ça ressemble? Alors, je vous ai montré un peu les circuits que vous pouviez faire. Je vais simplement refaire un partage d'écran de manière à ce que vous puissiez voir le circuit C, par exemple, ou le circuit H, qui sont ceux qui sont recommandés en réalité quand vous envisagez d'aller à Plivice, que vous allez donc faire le tour des lacs uniquement, c'est à partir de l'entrée 1 ou le circuit H à partir de l'entrée 2. Donc en soi, c'est la même chose. Ils ont donné des lettres pour que vous puissiez les distinguer, pour que justement il y ait des références, mais vous n'avez pas un circuit donné que vous devez suivre absolument. Vous allez vous rendre compte que sur place, en fait, on ne fait que suivre les sentiers qui sont tous balisés et qui vous amènent globalement au même endroit. Vous n'êtes pas supposé vous perdre parce que quand on suit les bords de lac, on ne fait que suivre finalement un chemin qui sillonne à travers tous ces lacs. Et donc, il n'y a pas un circuit C ou H, par exemple, déterminé qu'on ne quitterait pas. Donc, il y a vraiment de la fluidité par rapport à la visite et c'est ça qui est aussi bien. Il ne faut pas vous embêter avec les C, les H, est-ce que je me perds, est-ce que je fais bien? Non, c'est toujours un peu le même circuit, c'est simplement une question de sens de découverte. Bon, comme je vous l'ai dit, vous rentrez par l'entrée 1, vous allez quand même avoir un super joli panorama. Vous allez pouvoir donc avoir une approche générale des lacs. Et donc, le C, par exemple, vous allez le voir ici, vous permet d'avoir le tour des lacs inférieurs en entier, la découverte du lac Kasiak, le tour des lacs supérieurs. Et donc ici, vous avez deux options. Vous pouvez soit reprendre le bateau, soit prendre le train, soit marcher au bord des lacs pour découvrir. Donc en réalité, souvent on prend le train. Tous ces transports sont inclus dans le prix du billet, donc il suffit de prendre au niveau des lacs supérieurs le train qui vous amène à la station de l'entrée 1
Et à ce moment-là, vous quittez le parc tranquillement et si vous voulez, vous pouvez revoir les lacs inférieurs, hein, puisque le circuit est ici. Donc quand on est rentré par l'entrée 1, on peut avoir 2 fois plus de lacs inférieurs, alors que quand on est à l'entrée 2, bah, c'est logique, hein, les lacs étant ici, une fois que vous avez été voir les lacs inférieurs, que vous traversez, que vous vous retrouvez ici à faire les lacs supérieurs, vous êtes simplement à l'entrée 2 et vous quittez souvent le parc. Vous n'allez pas revenir encore à l'entrée 1, à moins que vous preniez votre journée complète justement et qu'à ce moment-là, vous n'ayez pas envie de visiter autre chose dans le parc. Voilà pourquoi je conseille beaucoup l'entrée 1 parce que c'est un peu double ration des lacs inférieurs. Ils sont quand même les plus beaux, quoi qu'on en dise. Et donc, on peut admirer les points de vue panoramiques. Ben voilà une photo, par exemple, que vous pourrez prendre, puisque quand on est depuis le belvédère, qui est accessible depuis l'entrée 1 quasiment quand on rentre, on a ces points de vue sur le canyon des lacs inférieurs. Donc, c'est quand même plutôt très pratique. Je pense avoir fait le tour. Je vais passer sur les autres circuits. De toute façon, je ferai un podcast dédié aux circuits A, B, C pour que vous compreniez bien E, F ou H et K. Mais là, c'est simplement pour vous expliquer que l'idéal, c'est donc le C depuis l'entrée 1 ou le H depuis l'entrée 2, à mon avis, ou le K pour les plus motivés. Et donc, pour ceux qui ont vraiment de la peine à marcher, vous le voyez ici, on est à 2-3 heures, environ 4 km pour 3 km et demi, 4 km, pour faire uniquement la visite de la grande chute et la découverte des lacs inférieurs. Puis là, simplement, vous allez donc profiter pour rejoindre l'entrée 1, par exemple. Oui, quand on veut découvrir les lacs inférieurs, on rentre par l'entrée 1, c'est logique, plutôt que de rentrer par l'entrée 2, d'être amené à prendre le petit train qu'on va quand même devoir attendre, puisqu'il n'est pas là en permanence et qu'il amène qu'un certain nombre de personnes. Donc l'entrée 1, c'est la mieux pour découvrir le parcours A, mais après, vous pouvez aussi rentrer par l'entrée 2. Mais le moins contraignant, c'est finalement le 1 qui vous permet un accès immédiat. Pour les infos pratiques, je rappelle que si les moyens de transport comme le petit train, le bateau sont compris dans le prix du billet, il n'en est pas de même pour le parking qui est payant, qui était à 1,50 € de l'heure, qui est peut-être passé à 2 puisque malheureusement tout augmente en Croatie. Donc on est amené à payer le parking. Donc si vous avez logé aux abords du parc et que vous n'avez pas trop peur de marcher, essayez de trouver une maison d'hôte dans l'environnement à 2 km maxi, 3, parce que ça fait quand même un peu de chemin pour ne pas payer le parking, par exemple. À ce moment-là, vous pourrez profiter de cette économie. Ensuite, donc, ne vous avisez pas de vous garer hors des parkings payants à cet effet parce qu'il y a des amendes très importantes, en fait, pour dissuader. Et ne faites pas non plus de camping sauvage, hein, je rappelle. C'est important de l'intégrer parce que c'est une zone surveillée sur laquelle les contraventions donc vont tomber si on vous attrape. Donc n'essayez pas de faire ça. Je ne pense pas qu'ils aient mis les toilettes payantes, même si on m'a posé la question, j'ai pas l'info. Cette année, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais jusqu'à l'an dernier, elles étaient gratuites, ce qui n'est pas le cas dans d'autres parcs, hein, je précise. Donc c'est toujours ça de gagner. Et donc, si vous avez oublié de préparer votre pique-nique, que vous avez envie de manger dans le parc, mais pas forcément de passer par les sandwichs ou les poulets que vous avez donc dans la zone pique-nique, sachez que vous avez 2 petites supérettes pour vous approvisionner donc à l'entrée. Chaque entrée donc a 1 ou 2 restaurants, dont le Lichka Kuchka qui est le plus connu donc avec la cuisine de Lichka de la région de l'ICA, donc qui permet de découvrir un peu les spécialités. Donc, c'est un resto touristique du réseau du parc. Et vous avez la possibilité donc de vous approvisionner dans la supérette en question. À côté de magasin de souvenirs, les 2 entrées en fait disposent de ce genre de facilité. Donc, quoi qu'on y, c'est un parc qui est fait pour recevoir beaucoup de touristes, donc on y trouve tout sans difficulté. Même si on ne sait pas vraiment organiser à l'avance, ça ne posera pas de problème. J'espère que vous allez donc apprécier votre visite de Plidice, que vous avez trouvé les infos utiles et surtout que vous allez peut-être déconstruire les idées reçues comme celles que j'ai donc évoquées,
Il faut impérativement arriver à l'ouverture pour être sûr de visiter dans des bonnes conditions. Ben non, c'est pas non plus si essentiel que ça, même si ça reste très appréciable en termes de confort et que ça vous laisse donc le reste de l'après-midi probablement pour profiter de votre journée. Dans ce cas-là, c'est parfait. Alors après, bah, si vous arrivez à 16h, vous aurez profité de la matinée et d'une partie de l'après-midi pour faire exactement la même chose avant la visite. Alors c'est peut-être plus facile de visiter le matin et ensuite donc de faire un peu ce qu'on veut le reste de la journée, mais dans tous les cas, ça fonctionnera très bien. Donc n'oubliez pas l'économie si vous souhaitez à partir de 16h, ce sera possible de payer moins cher, 25 € par personne. N'oubliez pas de réserver et de ne pas vous y prendre 6 mois à l'avance, simplement attendre donc de vous rapprocher de la date de votre séjour pour pouvoir donc choisir votre jour et l'heure à votre convenance. Et bon, vous ne risquez pas, en tout cas, de ne pas visiter le parc. Si vous arrivez en retard par rapport à une des heures que vous avez choisies, bah, sachez que vous n'allez pas non plus être empêché de rentrer. On n'est pas en Allemagne, hein. Pas, voilà, parce qu'en Allemagne, ils sont très stricts et ils ont raison. Parce que finalement, si on met des règles, c'est aussi pour les exécuter. Et là, en l'occurrence, en Croatie, ils ont mis en place pour faciliter quand même et fluidifier les entrées. C'est pas non plus des dragons. Donc, en gros, si vous n'arrivez pas à l'heure, vous serez toujours en mesure de rentrer dans le parc puisque vous avez acquitté le prix du billet. Et si vous ne saviez pas qu'il fallait réserver, alors que ça fait 10 fois que je viens de vous le dire, vous allez quand même trouver des billets en dernière minute, donc avec un quota d'environ 10%. Donc, dans tous les cas, vous verrez Pivitsé dans des bonnes conditions. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Et comme vous le savez, surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. À bientôt.